Une planète à sauver, 6 défis pour 2050. Bonjour Serge Marty. Bonjour Adrien Trucorneau, merci pour votre accueil. Vous êtes journaliste, vous êtes ancien rédacteur en chef du Monde Économie et vous signez ce livre. C'est un appel à revoir de fond en comble le modèle économique qui, dites-vous, saccage la nature et à faire le deuil de nos idéologies et modes de vie périmés. Vous parlez donc d'une vraie révolution. Alors d'abord, quels sont ces enjeux prioritaires pour 2050 que vous dessinez ? Oui, alors c'est un point important parce qu'on parle toujours d'enjeux d'urgence, l'urgence climatique. Alors c'est effectivement une urgence, c'est une priorité, mais ce que je défends, c'est que ce n'est pas une exclusivité. Je m'explique. D'abord, c'est une urgence, quelque part, parce qu'elle nous touche maintenant. C'est une urgence humaine, en fait. Humaine, parce que jusqu'à présent, les inondations au Bangladesh ou ailleurs, c'était dramatique, mais c'était loin. La sécheresse au Sahel, c'était pas très bien, mais c'était loin. Maintenant, le problème, c'est que vous sortez de chez vous et vous avez de l'eau jusqu'aux genoux. Donc ça, c'est quand même nouveau. Et la sécheresse, elle se produit dans tout le sud de la France. Et l'augmentation de la température, on a eu 46 degrés dans le Gard. Donc là, nous sommes concernés, nous déclarons-nous que c'est une urgence. C'est une réalité. Il est évident, tout le monde en convient, à part ce que j'appelle les talibans climato-sceptiques, mais tout le monde en convient que d'une part, c'est dû à l'activité humaine, d'autre part, il faut se bouger et qu'il faut réduire les gaz à effet de serre qui sont à l'origine de tout ça très très vite, au moins de 40% d'ici à 2050. Donc ça, c'est une réalité qui est actée, qui commence à évoluer et qui est une urgence, vous diront les spécialistes, qui dure quand même depuis 30 ans, depuis 30 ou 40 ans. Mais là, on ne peut plus faire l'autruche parce que c'est à notre porte. C'est à notre porte, ça nous concerne, donc on se mobilise. Mais d'une part, il y a d'autres priorités aussi, et elles sont au moins aussi importantes. Et je vous livre juste 2 ou 3 exemples liés à une actualité, mais qui va perdurer, et qui ne sont pas directement liés au climat, mais qui quand même mettent en péril l'avenir de la planète. L'actualité, c'est le coronavirus. C'est quoi? Ça a démarré dans une petite bourgade à la mode chinoise, c'est-à-dire 10 millions d'habitants. Comme Île-de-France. 11 millions d'habitants, donc la Belgique quasiment. Ça s'est étendu à une région. 60 millions d'habitants, la population française, et maintenant ça s'est disséminé un petit peu partout, du moins la crainte, pas nécessairement le virus, la crainte, ce qui fait que la deuxième puissance économique mondiale, la Chine, est quasiment à l'arrêt. Là, on retrouve des ingrédients qui sont quoi? L'urbanisation. Imaginez ce qui se serait passé si au lieu d'avoir une petite bourgade chinoise de 11 millions, vous aviez Lagos en 2035 avec 35 millions, en 2050, pardon, avec 35 millions d'habitants. Vous posez aussi le problème de l'inégalité des systèmes sanitaires d'un pays à un autre. Si c'était en Afrique, comme ça s'est passé avec Ebola, qu'est-ce qui se passerait? Là, on a la chance, si je puis dire, d'avoir en Chine un régime autoritaire qui permet quand même de construire 2 hôpitaux en 15 jours, là où il nous faut, 10 ans, même s'ils sont préfabriqués, je vous le conseille volontiers. Mais bon, voilà. Deuxième exemple, c'est ce qu'on a vécu, nous, l'année dernière et en ce début d'année, c'est les incendies en Amazonie et en Australie. Ça, c'est dû à l'activité humaine, c'est pas le climat. La conséquence, c'est le climat. Mais la déforestation, c'est humain. Troisième exemple, qui est aussi différent, nous avons le pacte pour la paix lancé par Donald Trump avec Israël, qui a beaucoup de... Un des aspects, c'est donc l'annexion des colonies, l'annexion de la vallée du Jourdain. Dans la vallée du Jourdain, il y a Jourdain, c'est un fleuve, que se partagent 4 pays riverains au moins. Et le problème de l'eau qui se pose dans ces... La question de l'eau qui va se poser de plus en plus, vous en parlez dans votre livre. Bien évidemment. Donc moi, je suis borné à dire, voilà, il y a 6 défis qui ne sont pas... Ils sont le climat, c'est l'un d'entre eux, et il y a tout le reste. Il y a la population, il y a l'immigration, il y a l'urbanisation, il y a le problème de l'eau, il y a le problème des terres agricoles, le tiers des terres arables, il y a le problème de la pêche, où les poissons disparaissent, et il y a le problème de la biodiversité. Donc tout ça est un ensemble. Je veux dire, le monde ne se découpe pas en tranches, et il faut bien traiter tous ces sujets, si possible en même temps, du moins intégrer que c'est une problématique globale, et que le climat, l'urgence du moment, n'est pas spécifique. Parce qu'en fait, sauver la planète, c'est sauver l'humanité. C'est la raison pour laquelle tout ça rentre en système. Mais est-ce que vous n'êtes pas convaincu, parce que vous faites quand même la liste de tout ce qu'on fait de mal face à ce défi depuis 30 ans, puisqu'on a fait l'autruche, est-ce que vous n'êtes pas convaincu que ça risque d'être un peu tard et qu'on va juste gérer les conséquences en grande partie? Est-ce que vous n'êtes pas pessimiste finalement maintenant? Oui, alors je dirais, si j'osais, je dirais qu'il est trop tard pour être pessimiste. Et c'est tout le discours actuel des collapsologues, des effondristes, comme on les appelle, ce qui vous promettent la catastrophe pour demain. En fait, l'apocalypse pour demain, ça fait quand même un bout de temps. Dès le Moyen-Âge, on en parlait, bien avant. Bon, c'est quand même pas tout à fait nouveau. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon sens, je ne suis pas dans cette école, si vous voulez. Je ne pense pas que la Terre va s'effondrer du jour au lendemain, s'ensevelir et nos péchés avec.
C'est pas vrai. En revanche, du moins je ne le pense pas, en revanche, il y a effectivement ce que j'appelle des mini-effondrements, par palier, par compartiment. Et ce sont ceux que j'évoque. C'est-à-dire que quand je parlais de la déforestation, quand vous savez qu'on perd chaque année 15 millions d'hectares, c'est un véritable problème. Et ça, c'est un problème dû à notre action, à l'action de l'humanité. Je parlais de la biodiversité. Quand on sait que 60% des mammifères ont disparu en l'espace de 40 ans, ça, c'est un mini-effondrement. La biodiversité, c'est notre environnement, c'est notre écosystème. Je parlais de l'eau. L'eau du Jourdain, mais je pourrais faire ma analyse sur le Nil. On a maintenant des conflits qui sont entre pays frontaliers. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre de l'eau. Mais on a dénombré déjà 1200 conflits de l'eau par l'ONU. Vous vous rendez compte? Et ça ne peut que perdurer pour la bonne raison qu'on a perdu entre 70 et maintenant, on a perdu 40% d'eau disponible par habitant. L'eau, il faut savoir, c'est pas l'eau, il y en a partout, mais elle est salée. La véritable eau qu'on peut consommer, c'est 1%, 1,5% de l'eau disponible. Bon. Même chose pour les terres, je le disais, les terres agricoles, la désertification, le problème des pesticides, la mer que j'appelle une terre nourricière, qui est quand même à notre portée, dont il faut se prévaloir. Il faut savoir que le tiers des espèces sont menacées par la surpêche, par la pêche illégale, par des tas de choses qui sont dues à l'excès de notre industrialisation de l'agriculture. Voilà donc tous ces ingrédients qui font que... il faut se préoccuper, encore une fois, de tous ces problèmes, si possible, en même temps. Mais je ne crois pas... Le côté positif, si je puis dire, c'est que les problèmes que j'évoque appellent tous des solutions. C'est possible, ça. Alors justement, vous êtes journaliste économique, vous travaillez sur l'économie depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a un modèle productif qui permettrait de résoudre ce problème et d'arrêter ces mini-effondrements, de les ralentir Est-ce qu'on peut transformer l'économie radicalement? Parce qu'on voit dans votre livre, vous développez des initiatives, des modèles alternatifs. Est-ce que ça peut devenir le modèle dominant, en fait? Le modèle dominant, il a existé. Et on a vu qu'on arrivait au bout. Oui. Il y a quelque chose qui, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qui est quand même significatif du fait qu'on soit justement au bout, c'est ce qu'on appelle, vous savez, le jour de l'effondrement. Le jour de l'effondrement, c'est-à-dire c'est le jour à partir duquel vous avez consommé, utilisé toutes les ressources de la nature, de l'eau, des matières premières, pour tout simplement vivre, habiter, poursuivre, consommer, etc. Et alors, c'est très révélateur, ce jour du dépassement, en 1970, il intervenait à la fin décembre. 20 ans après, 1990, on était début octobre. C'est raisonnable. Aujourd'hui, 2019, et ce sera sans doute pareil en 2020, nous sommes au mois de juillet. C'est-à-dire que nous avons consommé, nous avons perdu, si je puis dire, 50% en gros, 50% en l'espace de quoi? De 30 ans, 30-40 ans. Ce qui explique cette formule sur laquelle c'est vrai que nous dévorons 1,6 terres par an. 1,6. 4 planètes si nous étions américains, 0,7 si nous étions indiens. Donc voilà un peu la problématique. Presque 3 pour les Européens, 2 pour les Chinois. Voilà. Donc c'est des modes de production et de consommation dans ces endroits-là, notamment aux États-Unis, en Europe, en Chine, qu'il faut revoir entièrement. Bien sûr, et tout simplement parce que notre modèle a reposé... D'abord, ce n'est pas moi qui critique ce modèle et qui dit qu'il a quand même, il est essoufflé. Je ne fais que lire et écouter. Je lis M. Mink, quand même, le champion des mondialisations, qui me dit que ça ne va pas du tout et qui en appelle, il dit qu'il faut trouver un nouveau Keynes. Je lis notre ministre de l'économie qui me dit que le modèle capitaliste qui ne repose que sur le profit n'a plus lieu de poursuivre. Je lis quand même quelques prix Nobel d'économie qui, après avoir été récompensés essentiellement les rois de l'algorithme, sont maintenant, le dernier en date étant Esther Duflo, donc on se préoccupe quand même d'un univers un peu plus équilibré sur la pauvreté, sur ceux qui sont laissés de côté, les 1% de riches, mais aussi tout le reste qui possèdent la moitié de la planète, il y a quand même un énorme problème. Donc par rapport à ça, ce modèle, on voit bien qu'il est remis en cause, tout simplement en essayant de revoir, de se dire que la croissance n'est pas une religion à l'infini, que si elle repose sur le pillage des ressources, effectivement, ça pose un énorme problème. Ce qui veut dire, mettre des contraintes, parce que vous parlez de donner la personnalité morale, ça a été fait par des tribunaux déjà, à des espaces naturels qu'il faut absolument préserver. Ça veut dire mettre des nouvelles contraintes, comme il y a eu des contraintes sociales mises au capitalisme, mettre des contraintes écologiques maintenant. Des contraintes écologiques qui par exemple... On donne un fleuve la personnalité morale, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le posséder, on n'a pas le droit de l'exploiter pour soi-même, par exemple. C'est évident. Il y a ce type de mesure qui peut être prise. Mais bien sûr.
Je me souviens d'une discussion avec un ancien patron de Nestlé à propos de l'eau que je considère comme un bien commun. Il me disait pas du tout, c'est une marchandise comme une autre. Voilà un peu la problématique à laquelle on s'en est confronté. Donc bien évidemment, ça signifie que ce que vous évoquez, vous avez donc ça a bougé quand même. Maintenant, la société civile a bougé, les ONG ont bougé, les jeunes ont bougé, on va peut-être en parler. Et le relais se fait au niveau du politique. C'est pas pour rien que les Verts gagnent une partie des élections. Et ça veut dire que par rapport à ce que vous dites, on passe maintenant, y compris au stade de la violence judiciaire, si je peux dire. L'État français est accusé dans le cadre de la grande... Il y a un combat sur le terrain juridique. Qui n'avait pas lieu avant. Il y a des procès un peu partout. On attaque l'État. Ça fait partie des changements. La Norvège est attaquée par ses ressortissants en disant, attention, vous avez incurie climatique. C'est quelque chose de nouveau. Alors, on ne pourra pas faire le tour de tout ce que vous dites dans votre livre, et on fera une deuxième émission d'ailleurs pour parler d'un des aspects de ce livre, donc je vous inviterai à en reparler. Néanmoins, en conclusion, les jeunes s'inquiètent énormément. Qu'est-ce que vous leur dites ? Est-ce que c'est une génération sacrifiée à qui on a offert un avenir horrible ? Ils s'inquiètent, mais ils agissent. Et ils agissent et ils sont personnifiés. On parle de la jeune Greta, vous savez, Greta Thunberg, qui a subi toutes les avanies possibles. Vous remarquez d'ailleurs que ceux qui l'attaquent sont des hommes blancs et de plus de 50 ou 60 ans. Petit point de détail. Par rapport à votre question, c'est très simple. L'avenir de la planète, il était fin janvier au Forum de Davos. Sur scène, vous aviez deux personnages. Une gamine de 17-18 ans et Donald Trump, que je considère comme un criminel en termes écologiques. L'avenir était là. Soit vous choisissez pour le progrès, pour l'avenir de la planète, équilibrée, plus humaine, soit vous continuez à défendre les intérêts des énergies fossiles et du repli sur soi. Chacun son choix, le mien est fait, bien évidemment. Merci beaucoup Serge Marty. Merci beaucoup Adrien Trégonon.